Bonjour, aujourd'hui je reçois Camille, chargée d'événementiel et comme elle aime se présenter, femme d'influence pour Jésus. Sa réussite? Avoir fait disparaître de sa vie la maladie et laisser la foi guider son destin. Je vous retrouve juste après l'intro. Bienvenue dans Les Artisans de la Réussite. Dans ce podcast, j'aurai le plaisir de recevoir des invités qui ont tous leur propre réussite, qu'elles soient sportives, professionnelles ou personnelles. Nous échangerons sur leur parcours et sur l'impact qu'a pu avoir leur mental et leur état d'esprit pour réussir. Je suis Julien Drapin, salarié, préparateur mental et entrepreneur, et mon but est de prouver à tous que la réussite est à portée de main, et que nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Bonjour Camille, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Bon, je suis content de te recevoir sur le podcast. Je suis venu vers toi car on se connaît un peu. Chez Actin, je sais que tu es atteint d'une maladie et je trouve que tu es toujours souriante et positive dans ta vie, malgré le côté un peu imprévisible de la maladie. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, la sclérose en plaques, voilà, c'est le nom de la maladie en question. Euh, j'ai été diagnostiquée de cette pathologie, c'était en 2017. Après une grande errance médicale, en tout cas, parce qu'on a mis près d'un an à savoir ce que j'avais. Car au début, on me diagnostiquait une tumeur au cerveau. D'accord. Donc ça a été un long parcours, mais qui a fait que voilà, je suis arrivée avec ce diagnostic de cette maladie qui en fait, donc c'est une maladie auto-immune qui s'attaque à nous-mêmes, en l'occurrence à mon cerveau. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu as appris ça? Ça va faire 7 ans. 7 ans. Mm. D'accord, ok. Et donc du coup, tu avais des symptômes déjà avant Ouais, en fait, ça a commencé. J'ai commencé à avoir des tremblements au niveau de la main gauche il y a une dizaine d'années. Mais c'était vraiment très léger. Et arrivé en école de pharma, alors que j'étais en cours, j'ai voulu tracer un trait avec une règle. Et en fait, de ma main gauche, je ne pouvais pas tenir la règle. Et la règle est partie d'un bond, mais à 2-3 mètres en D'accord. face. Et c'est là où je me suis dit que j'avais un problème, quoi. Il y avait quelque chose qui allait pas. C'est là que tu as essayé, t'as creusé justement un peu le... C'est là où j'ai pris rendez-vous avec un médecin. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qui a mis du temps à me poser le diagnostic dessus? C'est que c'était compliqué à déterminer après Ouais, alors au début, en fait, j'ai été voir un premier neurologue, puisque mon médecin traitant m'a dirigée de ce côté-là. Donc, j'ai été voir un premier neurologue qui, lui, a clairement pas fait son travail. Il m'a pris dans son cabinet, on va dire 4 minutes top chrono. D'accord. Je lui ai expliqué ce que j'avais et il m'a dit oui, bon, bah, c'est rien, c'est dans la tête. Enfin, en tout cas, il me l'a clairement fait comprendre. Il m'a renvoyé chez moi avec des médicaments pour essayer de diminuer les tremblements en diminuant le rythme cardiaque. Donc assez dangereux quand même, mais il m'a laissé repartir comme ça, sans m'avoir fait aucun examen, rien du tout. Il y avait un manque d'intérêt de cette personne. Je pense, parce que la seule chose qu'il m'a dit à la fin, c'est vous n'oublierez pas de payer les 70 € en partant. C'est D'accord. la seule chose que j'ai retenue de ce rendez-vous. Oui, ça annonce le personnage. Ouais, voilà, c'est ça. Et au final, moi, je me suis dit qu'il fallait pas que j'en reste là et que je téléphone à un autre neurologue. Et c'était un neurologue qui était quand même très réputé, donc j'ai mis 1 an à avoir rendez-vous. D'accord. Donc 1 an à avoir un autre diagnostic. Et lui, par contre, quand il m'a pris dans son cabinet, je suis restée 1h30. Et il m'a fait des tonnes d'examens physiques, il m'a envoyé faire une IRM. Et c'est sur cette IRM-là qu'on a vu qu'il y avait des taches dans le cerveau, mais des taches qui n'étaient pas classiques et qui étaient très évasées. Et c'est là où il m'a dit, là, va falloir qu'on creuse et qu'on aille voir ce que c'est. Et travaillant dans le corps médical, il n'a pas mâché ses mots, mais il m'a clairement dit que soit pour lui c'était une pathologie type démyélinisante, donc sclérose en plaques, D'accord. ou une tumeur au cerveau. D'accord. Ça veut dire quoi démyélinisante? Démyélinisante. Ouais, c'est ça, je ne connais Alors, pas ce terme. si vous voulez, dans notre cerveau, et d'ailleurs dans tout notre corps, on a des nerfs. Et sur ces nerfs, il y a une gaine qui entoure un peu comme des filets électriques, il y a une gaine. Et en fait, cette gaine-là, elle est mangée. D'accord. Et en fait, elle s'appelle la gaine de myéline. Donc, le fait d'être creusée par les globules blancs, on appelle une maladie démyélinisante. D'accord. Puisqu'elle se démyélinise. D'accord. Voilà. Ok, super intéressant. Et donc du coup, comment t'as réagi quand t'as posé le diagnostic justement? Alors,
J'ai très bien réagi dans le sens où, comme ça faisait 1 an que j'attendais un diagnostic, le fait déjà de savoir que c'était pas une tumeur au cerveau, pour moi, on m'avait dit « tu vas vivre ». Alors qu'avant, on m'avait dit « bah si c'en est une, j'en ai pour quelques semaines, voire quelques mois ». T'as eu un soulagement en fait. Ah mais complètement. Complètement, là c'était oui bon bah c'est rien. Si c'est que ça, je vais vivre alors. Enfin, Tu t'étais attendu au pire et du ouais, coup... tout à fait. Donc en fait, non, soulagée, et puis soulagée de me dire bon bah on va enfin pouvoir me traiter pour quelque chose quoi. Parce qu'en attendant, c'est ce que mon neurologue me disait, c'était mais tant qu'on ne sait pas si c'est l'un ou si c'est l'autre, on peut pas te traiter. Donc c'était un soulagement. Ouais. Et du coup, justement, le traitement, ça consiste en quoi Alors, on a essayé plusieurs traitements. J'ai dû en avoir 5 ou 6 différents, puisque je les ai tous très mal supportés. La plupart, ce sont des injections qu'on fait au niveau des cuisses ou du ventre. Il y en avait un, c'était 1 fois par semaine. Celui-ci, il me donnait la grippe, donc 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, j'avais 39 de fièvre, des courbatures, des frissons, allongés pendant 48 heures. Donc il restait pas longtemps de la semaine pour être bien. Et donc il y avait celui-là, j'en ai eu un autre, c'était d'autres piqûres que je faisais dans la cuisse. Je l'ai fait 1 fois, ça m'a paralysé la cuisse pendant 48 heures aussi. Donc là c'était hors de question, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rien faire. Et des douleurs atroces. J'en ai essayé un autre qui était sous comprimé. Donc moi ça m'arrangeait parce que se faire des piqûres, c'est quand même assez sadique dans l'histoire de s'auto-piquer tout le temps. Et donc, les comprimés étaient vraiment géniaux, ça m'allait très bien. Jusqu'à un jour où je commence à avoir des douleurs dans toutes mes articulations au niveau des doigts et des pieds. Mais vraiment des douleurs où je ne pouvais plus bouger. C'était vraiment très très fort. Et là, j'ai appelé le médecin qui était en vacances. Et ce merveilleux neurologue m'a rappelé, puisque sa secrétaire lui a dit que c'était assez urgent. Et c'était vacances de Noël, je m'en souviens. Et il m'a rappelé et il m'a demandé d'aller faire une prise de sang tout de suite. Et donc j'ai été faire cette prise de sang, je l'ai rappelé pour donner les résultats. Et là, il m'a dit d'arrêter tout de suite, puisqu'en fait, le médicament était clairement en train de détruire mon foie. D'accord. Ouais, ça faisait un moment en fait qui détruisait, et là, il y avait les conséquences qui arrivaient. Donc j'ai arrêté ce traitement-là. D'accord, donc aujourd'hui, tu... Alors, juste après ça, je crois que je suis... Alors, il y en a peut-être eu d'autres entre deux, mais qui n'allaient pas non plus. Et après ça, je suis retournée au premier. Parce que pour moi, la grippe, c'était le moins pire de tous. C'est assez... Ouais, on me demandait de choisir entre la peste et le choléra. J'en ai choisi un qui était, entre guillemets, le moins pire. Et j'ai gardé ce traitement-là pendant 4 ans, je crois, jusqu'à ce que je l'arrête. D'accord, donc aujourd'hui, tu es sans traitement. J'ai plus de traitement. Du coup, depuis combien de temps ? Ça va faire 4 ans, 3 ou 4 ans. Ouais, 4 ans peut-être. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'aide justement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es souriante, positive, que tu n'as pas de traitement face à cette maladie ? Qu'est-ce qui t'aide ? Alors, moi, clairement, c'est la foi. C'est la relation que j'ai avec mon Dieu. Donc, moi, je crois en Jésus-Christ et je crois en Dieu. J'ai une vraie relation avec lui. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort. Et c'est lui qui m'a aidée à faire face à tout ça. Et j'ai surtout bien compris que si je laissais de la place à la maladie, c'est elle qui allait prendre le pouvoir sur ma vie et pas l'inverse. Et ça, je l'ai clairement refusé. Donc aujourd'hui, bon, je ne prends plus de traitement, mais ça, c'est un choix personnel. Je ne dis absolument pas aux gens de le faire. C'est pas du tout le but. Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu, je vais vraiment très très bien. Et en fait, si tu veux, pendant une période, je l'ai laissé prendre la place. C'est-à-dire que, entre guillemets, j'ai trouvé mon identité dans cette maladie. J'étais Camille qui avait la sclérose en plaques. Et je pense que beaucoup de gens le font. Parce que pour moi, l'être humain est en quête d'identité. Et moi, c'était un peu... c'est mon identité, c'est comme ça. Et je lui ai laissé de la place et j'ai commencé à avoir des grosses douleurs. J'ai commencé à avoir beaucoup de symptômes. J'ai perdu la vue pendant un moment. J'ai les tremblements qui se sont accentués. J'ai commencé à être dans un état où j'étais tellement fatiguée que je faisais 1, 2, voire 3 siestes par jour. On était vraiment arrivé à un stade où elle prenait tellement de place, la maladie, qu'en fait, c'était clairement insupportable à vivre. Et je pense qu'à un moment, le Seigneur m'a dit, maintenant tu arrêtes. Elle ne t'appartient pas déjà, cette maladie. Et il ne faut pas qu'elle prenne toute la place et qu'elle te détruise. Ce n'est pas ton identité. Elle n'est pas ton identité.
Et clairement, quand j'ai compris ça, eh ben, j'ai commencé à vivre totalement différemment. Et ouais, j'ai commencé à retrouver la joie de vivre, le smile. Clairement, ma fatigue, l'histoire des siestes, je ne l'ai même plus. Je ne fais même plus de sieste. C'est fini, j'ai plus cette fatigue qui était invalidante. Non, franchement, tous les symptômes que j'avais, j'ai plus de poussée, j'ai vraiment plus eu de problème de ce côté-là. Parce que du coup, pour expliquer, pour faire une petite aparté, revenir sur la maladie et son évolution, du coup, est-ce que ça peut, je vais dire, tout devenir mieux comme ça et puis rester... c'est quoi l'évolution de la maladie ? Est-ce que ça peut être pire ? Est-ce que ça peut stagner pendant des années et après s'empirer ? Est-ce qu'il y a des chances d'en guérir ? Non, du coup ? Non, ça c'est une évidence. On ne peut pas guérir de la sclérose en plaques, à part par un miracle. Mais ça, j'y crois. J'y crois vraiment. Pour moi, je sais que je ne mourrai pas sur Terre avec cette pathologie. Ça, j'en suis persuadée. Vraiment. Mais effectivement, normalement, on ne guérit pas de cette maladie. Et c'est une maladie qui a plusieurs phases. Enfin, en tout cas, qui a plusieurs... Comment je peux dire ça ? C'est des poussées, non, un peu, comme tu parlais Alors oui, il y a ces poussées-là que je vais expliquer. Mais vraiment, il y a 3 types de sclérose en plaques. Il y a la sclérose en plaques qui, entre guillemets, je crois qu'elle s'appelle la réminente. C'est-à-dire que quand on fait une poussée, si on prend de la cortisone, on redevient normal, entre guillemets. On redevient à la normale. Et il y a la progressive, où celle-là, par contre, elle va de pire en pire, où à chaque fois qu'on fait une poussée, donc que je vais expliquer après, la poussée reste. La cortisone, en fait, ne fait pas disparaître. Voilà, c'est ça. Et la troisième, je ne sais plus c'est laquelle, mais je sais qu'il y a 3 différentes. Et clairement, en fait, le terme de poussée arrive puisqu'en fait, j'ai toujours dit que cette maladie-là, c'était comme la roulette russe. On ne sait pas quand est-ce qu'il y a un moment, du jour au lendemain, on va se réveiller et on ne pourra plus marcher, ou on ne pourra plus voir, ou il y a tellement de possibilités, en fait. Elle est différente pour chaque personne qui l'a, puisque en fonction de là où s'attaque la maladie, à quel niveau du corps, donc ça peut être de toute façon soit dans le cerveau ou dans la moelle épinière, mais c'est ce qui gère notre corps. Donc en fonction de là où elle agit, il y a une poussée particulière. D'accord, donc c'est vraiment différent en fonction des personnes. Exactement. Personne ne va le vivre vraiment de la même façon. Non. D'accord. Et du coup, la foi, donc tu parlais de la foi, ce qui t'a aidé. À quel moment tu l'as découvert justement ? C'est au moment où tu as appris la maladie ? Parce que du coup, tu parlais que tu voyais la maladie d'une autre façon avant. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as découvert ça ou c'était déjà... ça faisait déjà partie de ta vie avant ? Non, ça a toujours fait partie de ma vie puisque je suis née dans une famille chrétienne. Donc j'ai toujours été éduquée dans la chrétienté. Et j'ai toujours cru en Dieu, j'ai jamais douté de ça. Il me l'a montré à plusieurs reprises qu'il était là. Et non, sur ça a toujours été. Mais je pense que avec l'âge, bon, forcément, il y a des phases dans la vie. J'ai ma phase adolescente où là, j'ai clairement lâché l'affaire. J'étais dans ma vie, les soirées, tout ce qu'on veut bien. Et puis à un moment, je pense que ça te rappelle à l'ordre aussi. Et puis tu grandis, tu mûris. Et tu vois la vie différemment. Et je pense qu'à un moment, je pense que Dieu m'a vraiment mis un ultimatum en fait à ce moment-là. Vraiment en me posant la question, est-ce que c'est ça que tu veux de ta vie ? Et clairement, ça fait résonner en moi beaucoup de choses. Et en fait, non. J'avais pas envie d'être malheureuse. J'avais pas envie de me plaindre tout le temps, de vivre dans le négatif, non, juste d'être mal dans sa vie, c'était hors de question. Je sais pas combien de temps je vais être sur Terre, mais j'ai pas envie de passer ma vie à me plaindre et à être triste, quoi. Non, la vie est trop courte pour ça. Et du coup, est-ce que tu y penses tous les jours ou tu y penses même plus ? Absolument pas. Non, j'y pense même plus. D'accord. En vrai, quand tu m'as dit est-ce qu'on peut faire un podcast là-dessus, j'étais hyper étonnée. Je pensais que ça serait sur d'autres sujets, mais pas sur celui-ci, parce que pour moi, c'est hyper loin, ça. Ça fait même plus partie de moi. C'est cool, ça t'as réussi à passer au-delà de tout ça. Ouais. Et du coup, ça fait même plus partie de ta vie vraiment réellement. Exactement. Et je pense que j'ai réussi à m'en dégager puisque je n'ai pas fait de cette maladie mon identité. Aujourd'hui, mon identité, je la vois comme étant fille de Dieu. Du coup, est-ce que cette foi justement t'aide aussi dans la vie de tous les jours, dans ta vie pro,
ça t'est aussi utile? Ah ben complètement. Complètement. Moi, je suis... comment je dis ça? Je suis une femme d'influence pour Jésus. Clairement, D'accord. je veux juste montrer à quel point on peut être heureux, en fait, une fois qu'on l'a rencontré. Et ma vie était tellement triste, j'étais tellement quelqu'un de dépressive avant. Vraiment, quand j'étais jeune, j'étais vraiment dépressive, j'avais tout le temps des problèmes. Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai des soucis, je les vois plus comme des problèmes. Je les vois comme des bénédictions. Et donc, en fait, comme tu vois, toujours le smile, ça va. Alors, je dis pas qu'il y a des moments où ça va pas, mais les moments où ça va pas, en fait... il y a juste de la communication, de la prière, et puis le Seigneur renouvelle mes forces, et c'est juste fou. Et comme tu dis, dans tous mes moments de vie, que ça soit dans mon couple, que ça soit dans ma famille, dans mon travail aussi, il est toujours là, quoi. Donc du coup, quand il t'arrive j'arrive pas, un problème ou quelque chose de négatif, t'essaies toujours de voir un petit peu le positif qu'il peut y avoir, ou comment ça peut t'aider justement pour la suite, ou... Exactement, parce C'est que ça. moi je suis persuadée que quand on a des épreuves, Dieu peut toujours les transformer en une bénédiction. Je l'ai toujours expérimenté dans tout. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, une dernière... Une dernière épreuve, oui, par exemple, avec mon mari, on a vécu une période très très compliquée avec son travail. Ça a été vraiment un moment où on était, je peux vraiment te dire, clairement, je pleurais. Mais vraiment, j'étais dans un état où je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu as fait qu'on en arrive là, dans ce travail-là, et qu'on soit dans cet état-là? Pourquoi nous avoir dirigés vers ça si on est dans cet état-là? Et au final... Eh bien, juste en remerciant, j'ai juste dit, tu sais quoi, je comprends pas pourquoi on en est là, mais je te dis merci pour ça. Et dès le lendemain, toute la situation a été inversée et on a compris tellement de choses qu'en fait, tu vois, j'ai passé peut-être des heures à pleurer pour me rendre compte qu'en fait, c'était une bénédiction, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils, peut-être pour des gens qui sont atteints de maladies, que ce soit comme la tienne ou d'autres, qui sont un petit peu peut-être perdus et qui se sentent un peu abattus par la situation? Bien sûr. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils à ton niveau à donner? Pour moi, c'est tellement simple juste de lui dire, si t'existes, montre-le-moi. Et je sais qu'il te le montrera. Et ça, j'en suis convaincue. Et de par tout ce cheminement, je pense qu'avec la foi, réellement, on peut s'en sortir. Après, je peux concevoir qu'il y en a qui n'aient pas envie de Dieu, qui ne sentent pas qu'ils en ont besoin, ou qui pensent qu'il n'existe pas. C'est un choix personnel. Et si jamais c'est le cas, dans ce cas-là, je conseillerais vraiment, en tout cas, de ne plus laisser de place à la maladie. Parce que, pour moi, et ça a même été confirmé par mon neurologue, plus on lui laisse de la place, plus on s'enfonce et plus elle prend du terrain. Et mon neurologue m'avait dit, Camille, si tu veux combattre la maladie, faut pas que tu la laisses gagner. Et donc, garde ton moral au max du max. Parce que plus tu vas être déprimé, plus tu vas t'attrister, plus tu vas t'apitoyer sur ton sort, plus la maladie va gagner du terrain. Et clairement, moi, la maladie, elle n'a jamais pris de terrain, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Moi, ça me fait penser un petit peu aux croyances limitantes. Je sais pas si tu entends parler de ça. Mais du coup, en fait, c'est tout ce qu'on peut un peu te dire de l'extérieur, tout ce que les gens peuvent te faire penser de toi, alors que c'est pas forcément vrai, et du coup, tu finis par y croire. Tu sais, d'exemple tout bête, quand t'es jeune, ou tu dis à quelqu'un, t'es moche, mais tout le monde lui dit t'es moche à l'école, ou des choses comme ça. Bien sûr. La personne, en fait, a fini par y croire et à se refermer dans un monde où elle se dit, en fait, je suis moche, j'y crois parce que les gens me le disent. Exactement. En fait, ça fait un peu penser à ça. Que tu dis, en fait, quand tu laisses penser, tu laisses la place à des choses dans ta tête, ça finit par se retransmettre sur ton corps et ton esprit. Tout à fait. Donc c'est exactement ça. Il faut reprendre le contrôle là-dessus. Et puis se séparer des choses négatives pour se mettre dans un bon état d'esprit, quoi. Exactement. Ah ouais, non, exactement. Il faut, pour moi, alors, on revient sur le même sujet, mais pour moi, ce sont des mensonges que le diable vient te mettre en fait dans la tête et te répéter à longueur de journée. Et ça peut être tout n'importe quoi, par rapport même, ne serait-ce qu'à la dépression. Tu vas avoir des pensées qui vont être ressassées et tu vas les entretenir en fait. Et tant que tu les entretiens, tu vas plonger. Et c'est à partir du moment où tu vas te dire stop, maintenant j'ai plus envie de ça,
je refuse ces pensées, pour moi, c'est là où tu as tout gagné. Parce que c'est là où tu vas reprendre ta vie en main, quoi. C'est là que tu vas faire la différence. Exactement. Et du coup, est-ce qu'on peut parler aussi un peu de ta vie pro ? Parce que du coup, récemment, tu as eu un changement à 360 degrés, 180. Est-ce que tu peux nous parler de ça, ce que tu faisais avant déjà ? Et ce que tu fais maintenant ? Et du coup, comment t'es venu un petit peu le fait de vouloir changer ? Ouais, j'ai le droit de parler de ta femme ou pas ? Oui, tu peux. Ouais, ok. Et bien avant, j'étais préparatrice en pharmacie depuis presque 10 ans. Et j'ai travaillé du coup avec ta femme. Ça a été des moments incroyables. J'ai vraiment beaucoup aimé ce travail, travailler dans la médecine. Tout ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense que je devais être là. En tout cas, j'ai beaucoup parlé avec des patients et je pense qu'on a été d'une grande aide les uns vers les autres, peut-être aussi justement dû à la pathologie. Parce que comme il y avait cette maladie et que les gens le savaient ou le percevaient en tout cas, je pense que peut-être qu'ils s'identifiaient aussi au fait que bon, il n'y a pas que les personnes derrière le comptoir qui sont malades. Ils s'y retrouvaient en fait. Ouais, je pense un petit peu. En tout cas, certaines personnes, ouais. Et donc voilà, j'étais là-dedans. Puis il y a le Covid. Et le Covid a fait beaucoup de mal surtout beaucoup de mal aux personnes qui travaillent dans la médecine. J'en suis persuadée. Et en fait, je ne me reconnaissais plus du tout dans mon travail. Ça a été quelque chose où non, je supportais plus les gens. Est-ce que c'est face à l'attitude des gens ou c'était une période compliquée, justement les gens étaient un peu tendus c'est ça. Ouais. Et l'impression de toujours faire la même chose. Toujours des tests antigéniques, de voir les gens apeurés, donc de rabâcher en fait sans cesse la même chose. Et j'avais l'impression que mon métier avait complètement changé. Et en fait, on ne parlait plus que de ça. Et moi, ça m'a... Ouais, je pense que j'ai commencé à mettre du recul, en tout cas, par rapport à tout ça. Mais bon. Et puis, un jour, on est venu me voir en me demandant si je voulais travailler donc, pour autre chose. Et puis, j'ai demandé l'avis de Dieu, comme je fais à chaque fois. Et c'est toujours, Seigneur, si c'est ta volonté, ok, vas-y, je fonce. Et il y a eu les feux verts qui se sont mis. Et donc, j'y suis allée. Donc, j'ai quitté mon travail et du coup, je suis chargée d'événementiel maintenant pour une fondation. D'accord. Voilà. Et juste avant de revenir un peu plus en détail sur ce que tu fais maintenant, du coup, en fait, tu voulais changer, mais tu n'avais pas encore fait vraiment de démarche. Ça t'est tombé un peu... C'est bien tombé, alors, encore une fois. Oui, alors il y en a qui appellent ça la chance. Moi, je dirais plutôt que c'est la chance avec un grand D. Hein. Et non, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé à postuler ailleurs. Ah oui, tu as quand même commencé à... Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à cette époque, et même encore aujourd'hui, le métier de préparatrice en pharmacie est énormément demandé. C'est-à-dire que toutes les préparatrices peuvent trouver du travail n'importe où. C'est vraiment quelque chose de hyper facile. Et en fait, j'ai eu que soit des refus, soit personne ne me répondait. Et très très étrange, entre guillemets, puisque c'était recherché partout. Et pourtant, je dis pas que j'avais un bon CV, mais quand même, j'avais beaucoup d'expérience, donc assez bizarre. Mais alors que j'étais en train de faire des CV pour continuer mon travail, en fait, à cette période-là, on est venu me chercher. Donc ouais. Ça a été le moment parfait. Donc du coup, chargé d'événementiel. Ouais. Et du coup, ça consiste en quoi Qu'est-ce que tu fais ? Alors, actuellement, donc, je travaille pour une fondation et vraiment, en priorité, je fais les événements de cette fondation-là. Je m'occupe vraiment d'organiser tout. C'est moi qui suis en contact avec les prestataires et puis qui organise tout, les plannings, l'organisation de qui et où, à quelle heure, à quel moment. Voilà, je fais toutes les organisations en fait. Et c'est juste trop top. Est-ce que tu as eu un peu d'appréhension au début, sachant que ça n'avait pas du tout à voir avec ce que tu faisais avant ? Ou tu t'es dit, j'y vais ? Alors, franchement, je me suis dit, Seigneur, si c'est toi qui veux que je sois là, c'est toi qui vas me donner les capacités. Tu as fait confiance ? J'ai fait confiance et j'ai pas eu tort, puisque là, on a eu notre premier événement qui s'est fait la semaine dernière. Et ça a été un vrai succès. Je dis pas que c'est grâce à moi, parce que pour moi c'est grâce à Dieu. C'est lui qui m'a donné les capacités en tout cas d'avoir cette faculté d'organisation, alors que j'en ai jamais fait mon métier et que j'ai jamais travaillé dans ça, quoi. Donc du coup ça correspondait à tes attentes, ce que tu as réussi à monter, c'était vraiment ce que tu attendais et puis tu as vraiment été fière de toi. Ouais,
Ouais, je suis fière de mon équipe avec la personne de là-haut, c'est ça. mais clairement, ouais, je suis fière, vraiment, je suis contente parce que je me dis, il savait là où moi j'avais le plus de capacités et il me l'a montré, il me les a donné, ces capacités. Donc en fait, c'est juste trop bien et je suis trop heureuse dans mon métier. J'ai tous les avantages que j'aurais pu en tout cas espérer pour moi. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu te vois durer dans ce métier-là pendant des années et des années? Est-ce que tu laisses toujours un petit peu les choses venir à toi et par rapport à ta foi? Ouais. Comment tu vois ça? Comme tu le dis, moi je ne me vois pas dans l'avenir puisque je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je fais confiance à Dieu. Et que le jour où il voudra que je sois ailleurs, il me le montrera et j'irai. Donc t'attends les ressentis, ce que tu peux voir comme signe, et puis après... Ouais, c'est ça. Et puis je lui poserai toujours la question, comme j'ai toujours fait. Donc si à un moment je vois qu'il y a une opportunité qui se présente, pour être sûre de savoir si ça vient de lui, je lui demanderai. Et si les portes se ferment, je sais que ça viendra pas de lui. Camille, t'es aussi sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais dessus? Est-ce que ça te prend aussi une grosse partie de ton temps? Waouh, YouTube. Alors YouTube, je l'ai commencé vraiment il y a peut-être 5 ou 6 ans, je sais plus. Et parce que j'ai toujours aimé la vidéo et tout ça. Bref, ça m'a toujours passionnée. J'ai d'ailleurs fait une école de cinéma avant d'aller en école de pharma. D'accord. Et ouais, et ça m'a toujours passionnée. Et puis en 2020, il y a eu le confinement. Et puis il y a eu du temps. Donc j'ai repris un peu ce YouTube en fait pour repartir dessus. Et donc voilà, je m'y suis retrouvée et dedans je fais du lifestyle, comme on appelle ça, des vlogs, beaucoup. Je fais aussi des petites vidéos sur ma foi, sur tout ça, mais ça peut être de la déco, des travaux, enfin tout ce que j'aime quoi. D'accord, c'est un peu ta vie de tous les jours. Ouais, c'est ça. D'accord, donc tu reparles aussi de ta foi, tu refais des petites vidéos pour expliquer un petit peu. C'est plus pour partager ou c'est pour expliquer aussi aux gens Alors c'est plus pour partager, par exemple j'ai fait des vidéos sur les livres, mes livres préférés, mes livres chrétiens préférés. J'ai fait une vidéo sur mes films préférés aussi. J'ai fait une vidéo, un peu toutes sortes de vidéos pour un peu partager en plus sans infliger ça à qui que ce soit. C'est pas le but non plus, mais voilà, je suis qui je suis grâce à ça. Donc si les gens me suivent, c'est pour ça. Est-ce que c'est vraiment partage ou est-ce que c'est vraiment dans un but aussi de pouvoir toucher, tu le fais juste comme ça sans pression et c'est du plus et tu partages, ou est-ce que tu as vraiment plus une vision de te dire j'ai envie de toucher plus de monde, grossir un peu ça? Pas du tout. D'accord, là c'est plus je fais ça pas. Pour le kiff, entre guillemets. En fait, de base, j'ai repris la chaîne YouTube parce que je filmais mes vacances avec mon mari. D'accord. Et qu'on voulait avoir des souvenirs et que comme j'avais une chaîne YouTube, je le mettais dessus pour que je sache que sur Internet, je puisse les garder si un jour je perdais mon disque dur. C'était vraiment pour ça, de base. Et puis au fur et à mesure, comme je t'ai dit, le confinement, et je me suis dit, on va essayer de faire d'autres vidéos, un peu de déco et tout, parce que j'aime ça. Et puis je me rappelle plus la question. Du coup, c'était quoi le but? C'est la vision, est-ce que c'est vraiment un but de partage et sans forcément te prendre la tête et tu te dis tiens, je fais ça les jours, c'est un peu du plaisir? Oui. Ou si c'était une vision plus je veux faire grossir cette chaîne YouTube, comme on sait que maintenant vraiment c'est une grosse force de communication. Toi aujourd'hui c'est vraiment dans un but de plaisir et c'est pas fait avec contrainte pour le bénéfice de quelque chose d'autre, c'est vraiment pour toi. C'est ça. Au début, je me donnais beaucoup d'objectifs et ça, c'est quelque chose de très intéressant que tu soulèves. C'est qu'au début, quand j'ai commencé cette chaîne, tu vois les personnes s'ajouter de plus en plus. Donc tu vois que ça grossit. Et puis un jour, tu vois que tu as des gens qui se désabonnent. Et tu vois des commentaires méchants. Et là, tu te dis... je pense que personne n'est prêt à ça, à se prendre des claques comme ça. Et vraiment, ça m'affectait. Et j'ai vu que sur YouTube, ça affectait toutes les personnes qui avaient des chaînes YouTube, ces choses-là. Et là, pareil, j'ai envie de te dire que juste j'ai prié et j'ai dit, mais Seigneur, moi, je ne veux pas être affectée par ça parce qu'en fait, je ne recherche pas la gloire. Vraiment, dans ce que je fais, je le fais pour partager,
pour donner de la bienveillance, pour donner de l'amour, mais je le fais surtout pas pour la gloire. Moi, j'en veux pas. J'ai peur des gens, d'ailleurs. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais j'ai peur de la popularité. Je trouve que c'est un milieu qui est très, très compliqué à vivre. C'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Et d'avoir ce ressentiment ça m'affecte de perdre des abonnés. Mais ça, j'en veux pas, en fait. Enfin, je veux pas que ça m'atteigne. J'en veux pas. Et au final, le Seigneur m'a vraiment délivrée de ça, parce que du jour au lendemain, ça ne me faisait plus rien. Là, tu vois, encore hier, j'ai perdu 5 abonnés, je crois. Je m'en fiche, mais alors... Et avant, je regardais tout le temps, tu sais, la réactualisation de est-ce que j'ai pris des abonnés, est-ce que j'ai... T'es un peu pris dans le jeu de se dire la course à l'abonné, puis ouais, à dire... c'est très très dur. Vraiment, c'est très très dur. Hein. Et je vois des youtubeuses en parler et je les comprends. Mais en fait, aujourd'hui, ça ne m'atteint pas du tout. Je ne sais même pas combien j'ai d'abonnés sur cette chaîne. Même si je vois des fois que ça rebaisse parce qu'on t'envoie les trucs de vous avez perdu temps ou vous avez augmenté de temps. Mais en vrai, je ne sais même pas combien j'ai d'abonnés sur ma chaîne et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et c'est. Voilà, qu'on fasse plus ou moins de vues, au final, moi je veux juste partager, puis que ça plaise ou que ça plaise pas, ça ne m'atteint plus. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai fléau, surtout la partie qui disait commentaires où les gens dénigrent. C'est vrai qu'on a plutôt. On pense souvent, on se dit, ça doit arriver qu'aux gros youtubeurs, les gens qui ont des millions et des millions d'abonnés. En fait, on se rend compte que ça touche tout le monde. Oui. C'est ça même les gens qui ont des petites chaînes. Mais c'est ça qui est quand même dingue aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se permettent quand même de perdre du temps à dénigrer, à critiquer. Et j'ai beaucoup de peine pour ces gens-là, vraiment. C'est vrai qu'on se demande un petit peu, pourquoi déjà Tu sais, moi je pense sincèrement que si on cherche à faire du mal, c'est parce qu'on est mal. Parce que les gens heureux, en fait, ils n'ont pas de temps à perdre là-dessus. Ils vivent leur vie et la kiffent. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, comme tu dis, c'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps pour les deux parties, parce que la personne a gaspillé son énergie à écrire un commentaire, à peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'elle va dire pour bien blesser la personne. Puis la personne, ça va l'affecter, lui faire perdre du temps aussi dans sa vie. Donc c'est pas gagnant pour les deux parties. Mais je sais que ces gens-là sont malheureux. Et c'est très triste pour eux. Parce que en fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est que les gens soient autant malheureux qu'eux. Parce que pour eux, c'est pas normal de voir des gens heureux. Et c'est très triste. Pour toi, c'est ça, en fait, ils veulent que les gens soient... Ouais. Je pense que le but, c'est de faire du mal. Alors, soit c'est de faire du mal donc pour être sûr que l'autre soit mal comme il est mal, même si c'est inconscient. Hein. Ou alors, c'est dénigrer la personne pour se sentir surélevé. C'est une technique que beaucoup de personnes utilisent quand ils ne se sentent pas assez capables ou ils ne se sentent pas assez forts dans leurs opinions, dans tout ça. Le but, c'est, on le retrouve beaucoup dans le travail. Hein. Dans le travail, t'as beaucoup de collègues qui vont te dénigrer, mais en fait, ils sont obligés de faire ça pour se sentir élevés parce que, en fait, la seule qualité de leur travail ne leur suffit pas pour voir qu'ils sont bons. Donc, la seule façon d'être bon, c'est de descendre l'autre. Ouais, ça c'est, comme tu dis, dans le travail, ça se voit beaucoup. Souvent avant, je trouve, je pense que les mentalités ont aussi changé. Dans le travail, c'est vrai qu'il y avait un côté management il faut écraser les gens pour leur montrer que, en gros, je suis le boss, je suis le patron, c'est moi le manager, et puis vous êtes... c'est nul. Vous êtes rien. Mais c'est vrai qu'heureusement que je trouve que ça commence un petit peu à évoluer au niveau des mentalités. Exact. En plus d'entreprises, et c'est cool. Ouais. C'est cool que ça change. Ouais. Camille, je vais avoir une dernière question à te poser, que je pose à tous les invités. C'est, pour toi, qu'est-ce que la réussite ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors, la réussite, pour moi, c'est complexe, hein, comme je te disais. Ouais. C'est que réussir, dans le sens réussir sa vie ou dans le... Par exemple, si je te demanderais, qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie, aujourd'hui, ou jusqu'à présent, qu'est-ce que tu me répondrais, par exemple ? Mon mariage. D'accord. Mon mariage est réussi, il n'est pas terminé, mais il est réussi, je suis avec... Donc, tu as réussi ta vie personnelle, ta vie amoureuse. Tout à fait, ça mais c'est une grâce de Dieu. Et ouais, moi je pense que vraiment la réussite, en tout cas la réussite de mon côté, c'est d'avoir cette relation qui est quotidienne, tous les jours, et de réussir en fait à transformer les choses mauvaises en bénédiction. Ça pour moi c'est une réussite. Ok, c'est ta réussite à toi. Ouais, carrément.
Ok, bah tu vois, t'as bien réussi, J'ai réussi à trouver une réponse. à trouver une bonne réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aurais envie de partager, Camille, avec les gens sur ton parcours, que ce soit dans ta vie pro, perso ou personnelle? Écoute, Un message à faire passer, je ne sais pas. j'ai peut-être pas de message particulier, mais en tout cas, si jamais vous avez besoin d'en savoir un peu plus par rapport à la sclérose en plaques, j'ai fait des vidéos sur ça il y a très longtemps, puisque pour moi maintenant c'est du passé, mais en tout cas, si jamais vous avez besoin de renseignements là-dessus, vous pouvez. J'ai encore reçu un message, là, il y a 2 heures, d'une personne qui me remerciait en tout cas pour tout ça. Et elle m'a dit, sachez que ça m'a fait beaucoup de bien de vous avoir écouté et votre enthousiasme est un baume au cœur. À très bientôt, j'espère, bisous. Rien qu'en fait pour ça, si ça aide des gens, alors je suis trop contente que la chaîne de vidéos soit là. Donc ça t'arrive souvent d'avoir des petits messages comme ça Ouais. de gens Ouais. Et c'est des gens qui sont vraiment concernés que par la sclérose en plaques ou t'as d'autres gens Non, aussi? pour tout. Pour tout. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ce qui fait la différence, je pense, c'est la façon dont on se comporte quand on est... Alors, c'est pas quand on est chrétien, c'est pas ce que je veux dire. Croyant? Alors, on peut croire sans être quelqu'un de bien. J'en suis persuadée. Mais en tout cas, quand il y a Jésus qui vient en nous, pour moi, on fait la différence. En tout cas, c'est des messages que je reçois sur YouTube, par exemple, où on me dit beaucoup que voilà, je transparais la bienveillance, tout ça, et c'est la seule chose que je souhaite, c'est qu'on voit en fait qui fait ce travail en moi pour être qui je suis. Attention, je suis pas du tout en train de me lancer des fleurs, hein, c'est parce que c'est pas moi qui fait en tout cas qui je suis, mais en tout cas je donne le maximum pour refléter le rayon de soleil, quoi. Ouais. Bah en tout cas oui, comme tu le dis, hein, ça se fait ressentir. C'est pour ça aussi que je me suis permis de te contacter pour ce podcast, parce que c'est vrai que ça se ressent vraiment quand on te rencontre, et que c'est du dégagement de bonnes valeurs et des bonnes ondes, donc c'est du positif pour tout le monde. C'est cool. Bon, en tout cas Camille, je te remercie d'avoir partagé ton parcours Avec plaisir. et ton histoire. N'hésitez pas à aller suivre Camille sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai toutes les informations en description. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.